La lumière de Cancun était trop belle pour être honnête. C'est la première pensée qui traversa l'esprit de Pauline Renard ce matin-là, debout sur la terrasse de la villa, les pieds nus sur le carrelage encore frais, un café entre les mains, face à une mer turquoise qui ne demandait rien à personne. 6 mois qu'elle vivait dans cette image. 6 mois que sa vie ressemblait à la couverture d'un magazine de luxe. Et pourtant, ce matin précis, quelque chose avait changé. Pas dans le paysage, dans elle. Une fissure minuscule, presque imperceptible, comme une craquelure sur un mur qui paraît solide mais qui annonce, pour qui sait lire les signes, que quelque chose en dessous s'est mis à céder, ce que Pauline ne savait pas encore. Debout dans la lumière parfaite de ce matin mexicain, c'est que l'homme qui dormait derrière elle, dans leur drap de lin blanc, était depuis des années au cœur d'un réseau criminel que les autorités de plusieurs pays cherchaient à démanteler. Elle ne savait pas que la villa dans laquelle elle vivait, les voyages, les dîners, les cercles brillants d'amis sophistiqués, tout cela était construit sur un socle que personne ne lui avait jamais montré. Elle allait découvrir la vérité par accident, comme on trébuche sur quelque chose dans l'obscurité. Et cette découverte allait transformer sa vie en une course contre le temps, dans un pays qui n'était pas le sien, avec un passeport qu'elle ne contrôlait plus. Ceci est l'histoire de Pauline Renard, infographiste lyonnaise de 32 ans, qui a suivi l'amour jusqu'au bout du monde et qui a failli ne jamais en revenir. Pauline Renard avait grandi à Lyon dans une famille qui ressemblait de l'extérieur à beaucoup d'autres. Un père ingénieur, une mère professeure, un appartement dans le 6e arrondissement, des étés en Bretagne. Mais les apparences d'équilibre ne survivent pas toujours à l'examen. Le divorce de ses parents, survenu alors qu'elle avait 6 ans, avait installé dans sa vie une fracture silencieuse que les années n'avaient jamais vraiment refermée. Son père Bernard s'était progressivement effacé, pas brutalement, pas par malveillance, simplement par cette façon qu'ont certains hommes de disparaître dans leur propre vie après une séparation, comme si la famille avait été une parenthèse dont il sortait enfin. Sa mère avait refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Pauline, elle, avait appris à se suffire à elle-même. C'était pas une tragédie. C'était juste une éducation particulière à la solitude et à l'autosuffisance. Elle avait développé très tôt un rapport intense au visuel, aux images, aux textures, aux ambiances. Elle voyait le monde par couches superposer la couleur d'une façade, l'ombre portée d'une corniche, le grain d'un papier d'emballage dans un marché provençal. Cette façon de regarder lui avait donné une profession, mais aussi une manière d'habiter sa vie avec intensité, avec une attention aux détails que beaucoup de gens ne remarquent jamais. L'art, puis le design graphique, puis les études à l'école Estienne à Paris, puis le retour à Lyon avec un studio freelance monté à 26 ans et une clientèle qui s'était construite lentement, solidement, par la qualité de son travail. Elle travaillait pour des agences de mode, des architectes, des éditeurs indépendants, des gens qui valorisaient le regard autant que la technique. Elle était bonne dans ce qu'elle faisait. Elle le savait sans en faire une démonstration. À 32 ans, Pauline était ce que beaucoup appelleraient une femme accomplie. Indépendante, talentueuse, capable de travailler depuis n'importe où dans le monde, ce qu'elle avait d'ailleurs fait quelques années plus tôt, en passant 6 mois au Mexique, entre Mexico et Oaxaca, pour un projet de direction artistique avec une agence locale. Elle y avait appris l'espagnol avec cette facilité des gens qui vivent les langues de l'intérieur plutôt que de les apprendre par les livres. Elle y avait aussi trouvé quelque chose qu'elle ne savait pas vraiment nommer, une sensation d'appartenir quelque part, sans que ce quelque part soit un endroit précis. Une légèreté qui n'était pas l'insouciance, mais quelque chose de plus profond, comme la permission de ne pas tout expliquer. Ce premier séjour mexicain avait laissé en elle une empreinte durable. Oaxaca, avec ses marchés de pigments et ses femmes qui tissent des motifs centenaires avec une précision sereine, avait nourri son œil de graphiste d'une façon que les années européennes n'avaient pas effacée. Elle y retournait souvent en pensée aux odeurs du môle noir dans les cuisines ouvertes, aux couleurs terracotta des murs que la pluie assombrissait, à la qualité particulière de la lumière en fin d'après-midi quand elle tombait à plat sur les toits. C'est peu être pour cela que, lorsque Diego Salazar était entré dans sa vie, elle avait reconnu dans son monde quelque chose qui lui semblait familier. Pas le luxe, la latitude, ce sentiment que les règles y sont différentes, que la vie a une texture plus dense. Barcelone, un vendredi soir de mai, Festival international de design et d'architecture, 3 jours de conférences, d'expositions et de rencontres professionnelles dans un ancien entrepôt industriel du quartier du Poblenou, reconverti en espace créatif. Pauline y était pour une conférence sur l'identité visuelle des marques de luxe. Elle n'y était pas pour rencontrer quelqu'un. Diego Salazar Vega représentait ce soir-là une agence d'architecture haut de gamme basée à Cancun. Il avait 38 ans, des épaules larges, dans un costume gris anthracite parfaitement coupé, et une façon de parler qui donnait l'impression qu'il avait toujours le temps.
Il parlait le français avec un léger accent mexicain qui lui donnait une musicalité particulière, l'espagnol avec l'assurance d'un homme qui n'a jamais eu à le prouver, et l'italien avec une fluidité surprenante qu'il expliquait par une année de formation à Milan dans sa vingtaine. Il n'était pas le plus beau homme de la salle, il était le plus présent. Ça faisait une différence considérable. Leur conversation avait commencé par hasard, devant une installation visuelle qu'ils regardaient tous les deux depuis quelques secondes en silence. Un cube de verre suspendu dans lequel des fragments de plans d'architecture se reflétaient à l'infini, créant l'illusion d'un espace sans limite dans un volume de 60 centimètres de côté. Diego avait dit quelque chose sur la façon dont les architectes et les graphistes travaillaient le vide de manière opposée, l'un en le construisant, l'autre en le laissant respirer. C'était précis et vrai, et Pauline avait eu envie de continuer à lui parler. Elle lui avait répondu que la vraie différence était peu être dans l'échelle qu'un graphiste travaillait un vide que l'œil traversait en une fraction de seconde, là où un architecte travaillait un vide que le corps tout entier habitait pendant des heures. Diego avait souri, pas le sourire poli de quelqu'un qui approuve sans vraiment écouter, mais le sourire légèrement surpris de quelqu'un qu'on vient de faire avancer dans une réflexion. Il avait dit « Je n'avais jamais pensé à ça comme ça ». Et Pauline avait su que la soirée allait être longue et que c'était une bonne nouvelle. Ils avaient parlé pendant 2 heures ce soir-là, debout, puis assis sur des tabourets de bar, autour de 2 verres qu'ils avaient à peine touchés. Diego posait des questions précises, mémorisait les réponses, rebondissait dessus 10 minutes plus tard pour en approfondir un aspect. Il avait une façon d'écouter qui donnait à l'autre le sentiment d'être vraiment entendu, pas simplement attendu. Pour Pauline, qui avait grandi dans une famille où les conversations importantes se terminaient souvent en malentendus ou en silence, cette qualité d'attention était presque déstabilisante. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la regarde comme si ce qu'elle disait comptait vraiment. Avant la fin du festival, ils avaient échangé leurs contacts. Une semaine plus tard, Diego lui envoyait un message depuis Mexico avec une photo de la façade d'un immeuble moderniste des années 70. J'ai pensé à ce que tu disais sur les vides. Regarde celui-là. Pauline avait répondu immédiatement et quelque chose avait commencé. Les 8 mois qui suivirent furent ce que Pauline appellerait plus tard, dans sa déposition consulaire, la plus belle période de ma vie adulte. Pas à cause du luxe, Diego était généreux, mais c'était pas ce qui comptait. À cause de l'intensité. La relation à distance avait une qualité particulière, cette façon qu'ont les histoires d'amour, qui se construisent par fragments de retrouvailles de brûler plus fort que les amours ordinaires, celles qui s'usent dans la quotidienneté, sans même s'en apercevoir. Diego venait à Lyon, Pauline allait à Mexico, ils se retrouvaient à Tulum pour un week-end, à Lisbonne pour 4 jours, à Montréal pour 1 semaine, pendant laquelle Diego avait un congrès professionnel. À chaque fois, les retrouvailles avaient cette texture des choses précieuses, la conscience aiguë du temps compté, l'intensité des conversations qui reprennent là où elles s'étaient arrêtées, le sentiment de connaître quelqu'un à la fois intimement et insuffisamment. À Lyon, Diego avait découvert la ville avec une curiosité sincère qui avait touché Pauline. Il n'était pas venu en touriste qui coche des cases, il avait voulu comprendre pourquoi elle aimait cette ville, ce qui la rendait vivable, ce qu'elle y voyait que les gens de passage ne remarquaient pas. Elle l'avait emmené dans le Vieux-Lyon un dimanche matin, avant l'ouverture des restaurants, quand les traboules sont encore silencieuses, et que la lumière rasante de l'automne fait des ombres longues sur les pavés. Elle lui avait montré les passages secrets entre les cours intérieures, ces corridors privés qui permettent de traverser des îlots entiers de bâtiments de l'intérieur. Diego avait été fasciné pas par le côté touristique, mais par l'idée architecturale. Une ville à l'intérieur d'une ville, avait-il dit. Des espaces que les gens qui ne savent pas ne verront jamais. Pauline avait trouvé la formule belle, elle y repenserait beaucoup plus tard, autrement. Diego était attentif. Pas de façon démonstrative, pas avec ces grands gestes que certains hommes déploient pour impressionner, mais avec une précision qui touchait Pauline au plus profond. Il se souvenait de tout. D'une remarque faite 3 mois plus tôt sur une typographie qu'elle affectionnait. Il arrivait avec un livre rare sur le sujet, une monographie épuisée sur le travail d'un typographe, suisse des années 50, trouvé dans une librairie spécialisée de Mexico. D'une phrase sur son enfance en Bretagne, il retenait le nom du village et lui posait des questions dessus 6 semaines plus tard. Il construisait leur relation comme il construisait sans doute ses projets avec méthode, avec soin, sans rien laisser au hasard. La demande en mariage eut lieu à Tulum, au coucher du soleil, sur la terrasse d'un hôtel qui surplombait les ruines mayas et la mer. Diego avait organisé un dîner privé, 2 musiciens au fond de la terrasse, une bouteille de champagne qui attendait. La bague était une aigues-marines entourée de petits diamants. Il avait retenu que Pauline aimait les pierres colorées plus que les solitaires classiques, lors d'une conversation qu'ils avaient eue des mois plus tôt devant une vitrine de bijoutier à Lisbonne. Elle avait dit oui avant même qu'il ait terminé sa phrase. Elle pleurait,
Lui aussi légèrement, et Pauline, qui était rarement émue par les larmes des hommes, avait trouvé ça d'une sincérité désarmante. Elle rentra à Lyon fiancée et commença à préparer le reste. La décision de s'installer à Cancun n'avait pas été précipitée. Pauline y avait réfléchi pendant 3 mois, pesé les arguments, listé les risques avec la méthode pragmatique qu'elle appliquait à ses projets professionnels. Elle avait dressé sur une feuille de papier, elle travaillait encore parfois sur papier, par habitude, pour les décisions importantes, 2 colonnes. À gauche, les contraintes. À droite, les raisons d'y aller quand même. La colonne de gauche n'était pas vide. Elle perdrait sa clientèle française progressivement si elle ne la cultivait plus en présentiel. Elle quitterait son réseau professionnel lyonnais, bâti sur des années de rencontres et de confiance. Elle s'éloignerait de sa mère, de ses amis, du quartier, qu'elle connaissait rue par rue. Elle entrerait dans un pays où les structures juridiques et bancaires étaient étrangères pour elle. La colonne de droite contenait une seule ligne, mais elle pesait plus que tout le reste. Diego avait une vie ancrée là-bas, une agence qui tournait, des responsabilités qui ne se déplaçaient pas par amour. Et Pauline, qui avait grandi avec un père, qui avait choisi sa propre vie plutôt que celle de sa famille, avait quelque chose à prouver, pas à lui, pas à Diego, mais à elle-même. Elle voulait être quelqu'un capable de choisir, de faire le geste difficile, de ne pas laisser la peur décider à sa place. Elle sous-loua son appartement du 4e arrondissement à une étudiante en master, mit ses contrats français en pause avec des au revoir professionnels soigneusement rédigés, et prit un vol direct Lyon-Cancun un dimanche de novembre avec 2 valises et un portfolio numérique. La villa de Diego était à 10 minutes des plages publiques, dans une zone résidentielle sécurisée du nord de Cancun, aux murs blancs, couverts de bougainvilliers débordants, allées de palmiers menant au portail, piscine à débordement qui donnait l'illusion de fondre dans le lagon en arrière-plan. 5 pièces, dont un bureau lumineux que Diego avait aménagé spécialement pour qu'elle puisse travailler face à la verdure. Il avait fait installer une grande table de bois clair, une bibliothèque sur mesure et une verrière supplémentaire qui inondait la pièce de lumière du matin. Il avait pensé à tout, c'est ce qu'elle pensait alors. Valentina Cruz venait 3 fois par semaine, une femme de 29 ans originaire d'Oaxaca, silencieuse et précise, avec des mains qui travaillaient vite et des yeux qui observaient tout sans jamais rien commenter. La première fois que Valentina et Pauline s'étaient croisées, Pauline lui avait parlé en espagnol avec l'accent mexicain qu'elle avait gardé de son premier séjour et avait vu quelque chose changer imperceptiblement dans le visage de la jeune femme. Pas de surprise. Plutôt une légère décontraction, comme si une contrainte invisible venait de se relâcher d'un cran. Les premiers mois furent, comme Pauline l'avait imaginé, idylliques. Diego l'emmenait dans des restaurants où les tables étaient réservées des semaines à l'avance, des soirées dans des villas encore plus grandes que la leur, des week-ends à Mexico, où il avait des réunions professionnelles auxquelles Pauline assistait parfois en périphérie. Elle photographiait tout avec son téléphone et son petit appareil argentique qu'elle avait rapporté de Lyon, les marchés de couleurs, les façades coloniales du centre historique, les ciels du soir qui viraient au violet au-dessus des palmiers. Elle travaillait chaque matin depuis son bureau sur des projets pour des clients européens, une refonte d'identité pour une maison d'édition belge, une direction artistique pour une collection capsule d'une marque française de prêt, porter un système graphique pour une fondation culturelle hollandaise. Son activité professionnelle continuait, différemment, à 1 heure de décalage qui obligeait à des journées légèrement décalées mais qui fonctionnaient. Elle était heureuse. D'un bonheur plein, sans arrière-goût, elle écrivait à ses amies lyonnaises des messages qui débordaient d'enthousiasme. Elle envoyait à sa mère des photos de la piscine en plein décembre avec un soleil à faire pâlir les meilleurs étés bretons. Elle ne cherchait pas à savoir ce qu'elle ne voyait pas. Elle vivait dans la lumière de la carte postale et cette lumière était réelle. La fissure arriva un mardi matin, 6 mois après son installation. Diego était parti tôt pour l'agence. Pauline cherchait dans le bureau commun un câble de chargeur qu'elle avait égaré. Elle ouvrit le mauvais tiroir, le 3e à gauche au lieu du 3e à droite, et trouva non pas un câble, mais un classeur. Elle n'aurait pas dû le regarder. Elle le regarda. Les documents à l'intérieur étaient des relevés financiers, des tableaux de flux entre plusieurs sociétés, certaines enregistrées au Mexique, d'autres portant des adresses dans des pays que Pauline associait au droit des sociétés offshore. Les colonnes s'étalaient sur plusieurs pages, denses, chiffrées, traversées d'annotations manuscrites en espagnol, dont certaines utilisaient des abréviations qu'elle ne reconnaissait pas. Les montants étaient disproportionnés, pas aberrants pour quelqu'un qui ne connaît rien au flux du secteur immobilier de luxe, mais Pauline avait travaillé pour des agences de design haut de gamme pendant des années. Elle avait une intuition des volumes, une sensibilité aux échelles. Et ces chiffres ne correspondaient pas à ce qu'une agence d'architecture, même prospère, même bien implantée dans un marché de villégiature international, pouvait générer et distribuer de cette façon.
Une ligne en particulier l'arrêta, un virement de plusieurs centaines de milliers de pesos, émis depuis une société dont le nom ne lui disait rien, vers un compte d'une autre société dont le nom différait du premier par une seule lettre. Elle fixa cette ligne pendant peu, être 10 secondes, puis elle referma le classeur, le remit exactement là où elle l'avait trouvé, et alla chercher son câble dans le bon tiroir. Elle passa le reste de la matinée à travailler sur un projet de charte graphique pour un client parisien, en regardant son écran sans vraiment le voir. Elle ne dit rien à Diego ce soir-là, ni les soirs suivants. Elle attendait quelque chose qu'elle ne savait pas nommer une explication spontanée, un signe d'ouverture, un moment où il lui dirait quelque chose qui rendrait tout cela banal et évident. Ce moment ne vint pas. Et Pauline commença, très lentement, très prudemment, à regarder le monde qui l'entourait avec des yeux légèrement différents. Les détails qu'elle n'avait jamais questionnés prirent une texture nouvelle. Elle y repensa méthodiquement le soir, dans le silence de la chambre, pendant que Diego dormait. Les visites d'hommes dont Diego ne lui présentait jamais les noms complets, un associé, un partenaire du réseau, quelqu'un que je connais depuis longtemps. Elle réalisa que, en 6 mois de vie commune, elle ne connaissait le nom de famille complet d'aucun des associés professionnels de Diego. Les appels téléphoniques pris sur la terrasse, à voix basse. Parfois, la nuit, elle avait mis cela sur le compte du décalage horaire avec des clients internationaux. L'argent liquide dans le coffre, plusieurs devises, des liasses soigneusement rangées. Diego lui avait expliqué que c'était la norme dans le secteur immobilier mexicain. Elle l'avait cru parce qu'elle voulait le croire. Et parce qu'il le disait avec une naturalité parfaite. Elle notait, pas sur papier, elle n'était pas folle au point de laisser des traces dans une maison dont elle ne contrôlait pas tous les espaces. Dans sa mémoire, avec la précision de quelqu'un qui sait que ce qu'on retient avec exactitude peut un jour être utile. Un soir de mars, Diego était absent, une réunion à Mexico, retour prévu le lendemain. La pluie avait commencé en fin d'après-midi, une de ces averses tropicales qui tombent à la verticale et transforment les jardins en lacs en l'espace de 20 minutes. La villa était silencieuse. Valentina finissait de ranger la cuisine, ses gestes précis et rapides comme toujours. Pauline était assise à la table de la salle à manger avec un verre de vin rouge et un livre qu'elle ne lisait pas, les yeux posés sur la pluie qui martelait les carreaux de la terrasse. Valentina passa devant elle pour éteindre la lumière du couloir. Pauline leva les yeux et dit, sans raison précise, presque pour elle-même, « Tu travailles ici depuis longtemps, tu dois aimer cette maison. » Valentina s'arrêta, se retourna, et dans ses yeux, Pauline vit quelque chose qu'elle ne sut pas immédiatement déchiffrer, pas de la méfiance, pas de la peur, pas de l'hostilité, quelque chose de plus douloureux, comme une vérité que quelqu'un retient depuis trop longtemps et qui commence à faire mal physiquement. « J'aime la personne qui y vit, » dit Valentina simplement. Puis elle alla chercher son manteau et partir sous la pluie. Pauline resta longtemps sans bouger après ça. C'était pas une déclaration de sentiment ordinaire, c'était une distinction. Valentina n'avait pas dit « j'aime cette maison ». Elle avait dit la personne qui y vit, et elle était partie dans la pluie sans attendre de réponse. Les semaines qui suivirent furent une attente particulière. Pauline continuait à vivre sa vie en surface, les matinées de travail, les soirées avec Diego, les week-ends dans le cercle de leurs connaissances. Mais en dessous, quelque chose s'était mis en mouvement, une vigilance nouvelle, une façon de cataloguer les détails. Elle observait Diego, différemment, pas avec hostilité, pas encore avec peur, mais avec cette attention froide qu'on développe quand on commence à comprendre que ce qu'on voit n'est peut être pas tout ce qu'il y a à voir. Elle remarqua qu'il ne lui parlait jamais des chiffres de l'agence, ce qui, pour un homme qui partageait sa vie avec une femme ayant un sens développé des volumes financiers, était en soi une forme d'information. Elle remarqua que certaines des sociétés dont il mentionnait le nom dans ses conversations téléphoniques n'apparaissaient dans aucun annuaire professionnel qu'elle pouvait consulter. Elle remarqua, un soir qu'il avait laissé son ordinateur ouvert, en allant chercher quelque chose en cuisine, une liste de noms de personnes dont aucun n'appartenait à ce qu'elle connaissait du monde de l'architecture mexicaine. Elle ne dit toujours rien. Elle attendait Valentina. 2 semaines après cette soirée de pluie, Valentina glissa dans la poche du tablier que Pauline portait pour cuisiner le dimanche habitude prise depuis son installation, façon de s'approprier la cuisine comme espace propre, une enveloppe craft, sans inscription. Puis elle alla finir le sol de la terrasse, comme si rien ne s'était passé. Pauline attendit que la villa soit vide pour l'ouvrir. Diego était parti nager dans la piscine d'un ami. Elle alla dans son bureau, ferma la porte et déposa l'enveloppe sur sa table de travail avec les mains d'une femme qui sait qu'elle s'apprête à franchir un seuil. À l'intérieur, 3 photographies et un document d'une page. Les photos montraient Diego en réunion avec 2 hommes dans ce qui ressemblait à une salle de réunion d'hôtel tenue formelle, document sur la table, expression concentrée. Elle ne reconnut pas les 2 hommes sur la première photo. Sur la deuxième,
Elle reconnut l'un d'eux, un homme d'une 50aine d'années, qu'elle avait croisé lors d'un dîner il y a 4 mois, présenté comme un investisseur dans le tourisme régional, avec qui Diego avait eu une conversation longue et animée dans un coin du salon pendant que Pauline parlait avec d'autres convives. Sur la 3e photo, Diego serrait la main du même homme devant ce qui semblait être l'entrée d'un immeuble de bureau. Le document était une page d'un rapport, elle ne sut jamais d'où il venait, ni comment Valentina se l'était procuré, qui listait une dizaine de noms dans le cadre d'une enquête sur un réseau de blanchiment, actif dans l'état du Quintana Roo. Le nom de Diego Salazar Vega y figurait associé à 2 des sociétés dont elle avait vu les noms dans le classeur du tiroir gauche. Elle lut la page 3 fois, très lentement. La première lecture pour comprendre les mots, la deuxième pour comprendre les implications. La 3e pour s'assurer qu'elle ne s'était pas trompée. Elle ne pleurait pas. Elle se leva, alla dans la salle de bain. Resta debout devant le miroir pendant plusieurs minutes, à regarder son propre visage, ce visage qui avait pleuré de bonheur, qui avait souri dans des dizaines de photos de cette vie mexicaine rayonnante. Puis elle retourna dans son bureau, remit soigneusement les photos et le document dans l'enveloppe, glissa l'enveloppe dans la doublure intérieure d'un carton à dessin qui ne contenait que des projets archivés et que Diego n'avait aucune raison d'ouvrir. Puis elle alla dans la cuisine et commença à préparer le dîner parce que Diego rentrait dans 2 heures et qu'elle avait besoin que les prochaines heures ressemblent exactement à toutes les autres. Ce qui suivit fut la période la plus difficile et la plus épuisante de sa vie, non pas à cause de l'intensité des événements, mais précisément à cause de leur absence apparente. Pauline continua à vivre sa vie dans la villa comme avant. Elle riait au même moment. Elle accompagnait Diego aux mêmes soirées. Elle travaillait le matin, nageait l'après-midi, dormait dans le même lit que lui, sans que rien dans son comportement ne trahisse ce qu'elle savait maintenant. C'était un effort colossal. Pas parce que Diego était attentif à ses réactions, il l'était, dans des circonstances normales, mais parce que la dissimulation n'était pas dans la nature de Pauline. Elle avait grandi dans une famille où le non-dit avait fait des dégâts considérables, et elle avait construit sa vie adulte sur une forme de franchise qui lui coûtait parfois professionnellement, mais à laquelle elle tenait. Mentir par le comportement, maintenir une façade parfaite pendant des jours consécutifs, répondre avec naturel à des marques d'affection de la part d'un homme dont elle connaissait maintenant une face entière, qui lui avait soigneusement caché tout cela, la vider d'une façon qu'aucun sommeil ne pouvait compenser. À l'intérieur, elle construisait méthodiquement une analyse de sa situation. Et cette analyse était terrifiante dans sa clarté. Son passeport se trouvait dans le coffre du bureau de Diego. Il avait proposé de le garder lors de leur installation commune pour ne pas risquer de le perdre dans les déménagements, avec cette prévenance qui ressemblait à de l'amour et qui était peut être aussi, elle le comprenait maintenant, une précaution logistique. Elle n'avait pas de compte bancaire au Mexique à son nom propre. Diego prenait tout en charge depuis leur arrivée, ce qui avait semblé romantique et pratique à l'époque, et qui constituait maintenant une dépendance financière totale. Sa connexion Internet passait par le réseau de la villa. Son téléphone mexicain était lié à sa carte bancaire française, mais les retraits en espèces étaient limités à quelques centaines d'euros par semaine, une somme insuffisante pour un billet d'avion vers l'Europe. Elle pouvait aller à la plage, au marché, chez les amis du cercle de Diego, qui étaient les amis de Diego, des gens qu'elle appréciait dans certains cas, mais qui n'étaient pas ses amis à elle. Pas vraiment, pas dans le sens où elle aurait pu se confier à eux sans que cette confidence ne remonte à Diego en quelques heures. Elle ne pouvait pas partir, pas seule, pas sans aide extérieure. Elle prit conscience de cette situation comme on prend conscience d'une maladie grave, d'abord le diagnostic froid et précis, puis une nausée profonde qui dure plusieurs heures, puis le calme forcé de quelqu'un qui comprend que la panique ne sert à rien et qu'il faut réfléchir méthodiquement. Elle avait besoin d'un canal de communication que Diego ne contrôlait pas. Elle avait besoin de contacter quelqu'un à l'extérieur de ce monde. L'idée lui vint d'une façon qui lui semblerait ensuite presque ironique dans sa modestie lors d'un cours de journalisme qu'elle avait suivi en option à la faculté des arts de Paris. Une intervenante avait expliqué que lors de situations de surveillance ou de contrôle des communications, les courriels envoyés depuis des comptes créés ex nihilo sur des réseaux publics restaient le canal le plus difficile à tracer en temps réel. C'était une remarque technique prononcée dans le contexte des journalistes travaillant dans des zones de conflit ou de répression. Pauline s'en souvenait parce qu'elle avait trouvé ça étrange à l'époque, comme une information appartenant à un monde qu'elle n'habiterait jamais.
Et parce que les choses étranges, elle le savait depuis toujours, restent dans la mémoire plus longtemps que les choses ordinaires. Elle attendit une occasion, elle la trouva 10 jours après avoir ouvert l'enveloppe de Valentina, sur la plage publique où elle allait parfois marcher le matin avant que la chaleur ne devienne trop lourde. Une touriste canadienne était assise sur une serviette à côté d'elle, son téléphone posé sur le sable, son livre ouvert sur ses genoux. Elles avaient échangé quelques mots de la chaleur, du marché de nuit, des meilleures plages de la région. La femme s'était levée pour aller nager et avait laissé son téléphone. Pauline regarda autour d'elle. Personne ne l'observait. Elle avait 2 minutes, peut-être moins. Ses mains étaient parfaitement calmes. Elle ne comprit cette sérénité qu'après coup, comme si son corps avait décidé à sa place de se mettre en mode opérationnel. Elle créa une adresse de courriel sur une messagerie gratuite, une combinaison de lettres et de chiffres sans signification, rien qui la relie à son identité. Elle chercha de mémoire l'adresse de contact consulaire de l'ambassade de France à Mexico, une adresse générique qu'elle avait vue sur un document officiel lors d'un renouvellement de passeport des années plus tôt, et que sa mémoire visuelle avait retenu sans qu'elle sache jamais qu'elle en aurait besoin. Elle écrivit « Je suis française installée à Cancun depuis 8 mois. Je ne peux pas téléphoner. Je pense être en danger. Mon compagnon est impliqué dans des activités criminelles graves. J'ai des preuves documentaires. J'ai besoin d'aide pour quitter le Mexique en sécurité. Mon passeport est retenu. S'il vous plaît, ne répondez pas à cette adresse si vous ne pouvez pas garantir la confidentialité totale de la démarche. » Elle ajouta son nom complet, son numéro de passeport qu'elle avait mémorisé depuis le jour où Diego l'avait mis dans le coffre par réflexe professionnel, parce qu'on ne sait jamais, et le nom de Diego Salazar Vega. Elle envoya le message, supprima l'historique du navigateur, rendit le téléphone à son emplacement sur la serviette. La touriste revenait de la mer. Pauline était à nouveau allongée sur sa serviette, les yeux fermés, le visage tourné vers le soleil. Son cœur battait à une vitesse anormale. Sa respiration était parfaitement régulière. C'était tout ce qu'elle pouvait faire. Elle espérait que ce serait suffisant. À Mexico, dans les bureaux de l'ambassade de France, l'attaché consulaire François Millier ouvrit ce courriel le mardi matin suivant à 7h23 en buvant son premier café. Il avait 44 ans, une décennie de gestion de crise consulaire derrière lui, ressortissant arrêté à l'étranger, disparition inexpliquée, situation de violence dans des contextes juridiques complexes. Il avait appris à lire les messages de détresse, à distinguer la panique ordinaire du danger réel, le récit confus d'une nuit difficile du signal froid d'une situation structurée. Ce courriel n'était pas une panique ordinaire. Le ton était trop contrôlé pour quelqu'un en état de crise émotionnelle aiguë. Les informations étaient trop précises, une adresse, un nom complet, un numéro de passeport. La mention du passeport retenu était particulièrement significative. C'était un détail qu'une personne paniquée n'aurait pas pensé à inclure avec cette précision. Et la demande de confidentialité suggérait une connaissance au moins partielle des risques liés à une intervention maladroite. Il ne classa pas le message. Il commença à vérifier. Le nom de Diego Salazar Vega apparut en quelques minutes dans une base de données partagée entre les représentations consulaires européennes et les agences américaines spécialisées dans la lutte contre le trafic financier, un dossier ouvert marqué comme « sous surveillance active », géré depuis le bureau de la DEA à Mérida. François Millet appela directement le responsable du dossier dans l'heure. L'agent Marcus Webb avait 46 ans, une voix plate de quelqu'un qui a trop vu de choses pour être encore surpris par quoi que ce soit, et un dossier sur Diego Salazar ouvert depuis 22 mois. Diego était dans son radar depuis longtemps, identifié comme technicien de confiance d'un réseau de blanchiment du Quintana Roo, discret, sophistiqué, protégé par un réseau de connexions locales qui rendait toute approche directe extrêmement risquée. En 22 mois de surveillance, Marcus n'avait jamais réussi à obtenir un point d'entrée dans l'entourage immédiat de Diego. Les gens qui l'approchaient de près savaient exactement ce qu'il faisait et pourquoi il se taisait. « Vous me dites qu'il y a quelqu'un à l'intérieur ?» dit Marcus au téléphone, avec ce calme particulier des professionnels dont l'adrénaline se manifeste non pas en agitation mais en concentration accrue. Quelqu'un qui a vu des documents, quelqu'un qui est là depuis plusieurs mois et qui n'est pas du réseau, quelqu'un qui est là, qui sait et qui ne peut pas partir seul, répondit François. Il y eut un silence de quelques secondes. Puis Marcus dit « Donnez-moi 1 heure ». Ils travaillèrent ensemble pendant les 72 heures suivantes, à 2 fuseaux horaires de distance, en contournant méthodiquement toutes les structures régionales dont la corruption était documentée. La première priorité fut Valentina. Si l'opération devait aboutir à une extraction de Pauline et une arrestation de Diego,
Valentina serait exposée sans délai, elle avait fourni des preuves à Pauline, ce que Diego découvrirait inévitablement lors des premières heures de toute enquête. Sa famille à Oaxaca, que Diego connaissait, serait également vulnérable. Marcus activa un canal de protection des témoins. Une solution de relogement fut montée en moins de 48 heures. La famille Cruz, 7 personnes au total, fut discrètement contactée via un intermédiaire de confiance à Oaxaca et déplacée dans une ville différente sous un dispositif de protection formelle. Valentina elle-même fut prévenue et exfiltrée dans un minibus ordinaire, par une route ordinaire. La veille de l'opération, rien dans ce déplacement ne signalait un mouvement particulier. La deuxième priorité était le passeport de Pauline. Maître Rodrigo Egg Balam, l'un des rares avocats de la région connu pour son indépendance absolue avis des réseaux locaux, fut contacté secrètement par François. Il déposa une requête d'urgence auprès d'un tribunal fédéral de Mexico, procédure légale de restitution de documents d'identité retenus par un tiers sans accord formel de la détentrice. La procédure ne mentionnait ni enquête criminelle, ni surveillance, ni coordination internationale. Elle était purement administrative dans sa forme, irréfutable dans son contenu. L'ordre fut signé. Un huissier se présenta à l'agence d'architecture de Diego, pas à la villa, ce qui aurait alerté Diego ou ses associés locaux pour signifier l'ordre à un représentant de l'agence qui remit le document sans en comprendre la portée. Le passeport fut acheminé à Maître Ekbalam ce même jour. La troisième priorité était l'interpellation de Diego et elle devait se faire loin de Cancún, dans une juridiction que ses connexions locales ne pouvaient pas atteindre. Diego se rendait à Mexico tous les 2 à 3 mois pour des réunions avec ses associés financiers. Un déplacement était prévu pour le jeudi. Marcus coordonna avec l'unité anticorruption de la police fédérale mexicaine en contournant délibérément toutes les structures régionales pour une interpellation simultanée de Diego et de 3 de ses associés dès leur arrivée dans les locaux d'une société écran identifiée dans le dossier de surveillance. Tout fut en place en 72 heures. La précision de cette organisation, Pauline ne la connaissait pas encore. Elle n'avait fait qu'envoyer un courriel depuis le téléphone d'une inconnue sur une plage. Elle ignorait que ce courriel était en train de déclencher une mécanique que 22 mois d'enquête avaient préparée sans jamais trouver son déclencheur. Pauline ne sut rien de tout cela jusqu'au lundi soir. Ce lundi soir, un courriel chiffré arriva dans la messagerie qu'elle avait créée sur la plage. Elle le consulta depuis l'ordinateur de son bureau, connecté au réseau du café de la plage, où elle allait parfois travailler le matin, le seul réseau public qu'elle utilisait régulièrement en dehors de celui de la villa. Le message de François était précis et bref. Demain matin, 8 heures, un représentant de l'ambassade et Maître Ekbalam se présenteront à l'entrée de la résidence avec votre passeport. Diego sera absent. Prenez un seul sac. Laissez le reste. Un taxi vous attendra dans la rue. Elle lut le message 2 fois, le supprima, ferma son ordinateur, commanda un autre café qu'elle ne but pas et resta assise pendant une vingtaine de minutes à regarder la mer, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait. C'était pas du soulagement, pas encore. C'était quelque chose de plus complexe, de plus douloureux. La confirmation que tout ce qu'elle avait espéré être un malentendu, une erreur de lecture, une paranoïa nourrie par le stress de l'expatriation, était réelle. Que l'homme qu'elle avait aimé et qu'elle aimait peut être encore, d'une façon impossible à démêler de la peur et de la colère et de la honte, est exactement ce que ces documents disaient qu'il était. Que sa vie des 10 à 8 derniers mois avait été construite sur quelque chose qu'elle n'avait pas choisi de rejoindre, mais dans lequel elle était entrée tout entière, par confiance absolue. Elle rentra à la villa, prépara le dîner avec ses mains et ses gestes habituels, parla avec Diego de son déplacement du lendemain à Mexico, un sourire aux lèvres, une voix parfaitement stable. Diego était affectueux ce soir-là, attentionné. Il parla d'un voyage qu'il ferait être à Lisbonne en juillet, d'un restaurant qu'il avait envie de lui faire découvrir dans le quartier de Belém. Pauline opina, rit un moment, lui dit qu'elle était fatiguée et alla se coucher tôt. Elle ne dormit pas. Elle fit mentalement la liste de ce qu'elle emporterait dans un seul sac, avec la précision d'un inventaire professionnel. Son ordinateur portable, son disque dur de sauvegarde, ses papiers importants. La bague de fiançailles, elle ne savait pas encore si elle la garderait ou la rendrait un jour, mais elle la prendrait, sa trousse de soins. 2 changements de vêtements, ses médicaments, sa carte bancaire française. Elle laissa tout le reste, les livres apportés de Lyon, les robes achetées à Mexico, les objets de décoration qu'elle avait choisis pour le bureau, les photos imprimées, accrochées dans le couloir. Elle laissa toute la vie qu'elle avait construite là et qui avait été belle d'une façon qui n'effacerait jamais ce qu'elle avait découvert en dessous. Le mardi matin, Diego quitta la villa
À 6h45, une valise de cabine pour 3 jours. Il l'embrassa dans la cuisine, lui dit de profiter de la journée, de ne pas travailler trop. Elle lui sourit. Elle attendit d'entendre le moteur de la voiture s'éloigner, puis la grille de la résidence se refermer derrière lui. À 8h précises, une voiture s'arrêta devant le portail. Maître Ekbalam en sortit, portant une pochette contenant le passeport de Pauline. Derrière lui, un agent consulaire qu'elle ne connaissait pas, portant le badge tricolore de la République française. Pauline les fit entrer. Maître Ekbalam lui tendit le passeport sans un mot superflu. Elle l'ouvrit, vérifia la photo, vérifia son nom, en haut de la page d'identité, sentit sous ses doigts la texture du document, ce rectangle de papier sécurisé qui représentait sa liberté de mouvement, sa souveraineté sur sa propre géographie. « Vous êtes prête ?» demanda l'agent consulaire. Elle prit son sac posé derrière la porte de l'entrée. Oui. Elle ne regarda pas la villa en sortant. Elle gardait les yeux droits devant elle, sur la rue, sur le taxi qui attendait, sur la direction de l'aéroport. Dans le couloir du terminal, après l'enregistrement, elle s'assit sur un banc et appela sa mère depuis son téléphone français. Sa mère décrocha à la 2e sonnerie. Pauline, cette façon de prononcer son prénom avec une légère montée, entre question et soulagement. Maman, je rentre. Un silence. Puis sa mère dit, d'une voix qui cherchait à ne pas se casser sur les bords, quand tu atterris, on sera là. À Mexico, ce même mardi matin, Diego Salazar Vega et 3 de ses associés financiers furent interpellés dans les locaux d'une société de conseil en investissement du quartier de Polanco. Diego se trouvait dans une salle de réunion lorsque les agents entrèrent. Il regarda les uniformes, puis les documents qu'ils présentaient, puis les visages. Il n'opposa aucune résistance, pas par résignation, mais par ce calcul froid de quelqu'un qui a toujours su que cette possibilité existait et qui a décidé depuis longtemps comment il s'y comporterait. Ses protections locales à Cancun ne purent rien faire. L'opération avait été conçue précisément pour que rien ne filtre avant l'interpellation. Camila Salazar apprit l'arrestation de son frère par un appel de leur mère. Elle passa les heures qui suivirent à peser une décision qu'elle avait peu, être déjà prise sans se l'avouer. Elle contacta l'équipe juridique de la procédure fédérale et indiqua qu'elle était disposée à témoigner. En sortant du tribunal après 2 jours de déposition, elle dit aux journalistes présents « J'ai choisi la vérité. Je vivrai avec ça. » Elle ne revit pas sa mère pendant plusieurs années. Pauline atterrit à Lyon un mercredi en fin d'après-midi. Son père Bernard était à l'aéroport un peu en retrait de la zone d'arrivée, les mains dans les poches de son manteau gris, le visage marqué par des semaines d'une inquiétude qu'il ne savait pas montrer autrement que par des messages brefs et maladroits envoyés via une application de messagerie chiffrée, guidé par François pour ne pas compromettre la discrétion de l'opération. Pauline le vit avant qu'il la voie. Elle s'arrêta. Il y avait entre eux une histoire longue et compliquée, des années de silence progressif, un divorce qui avait construit un mur par couches successives, des appels de plus en plus espacés. Mais il était là. Il n'était pas obligé d'être là. Il avait fait le chemin depuis Grenoble où il vivait maintenant. Il était là, avec son manteau gris et ses mains dans les poches, et ce visage qui essayait de ne rien montrer mais qui montrait tout. Quand il la vit, il fit 2 pas vers elle. Elle fit les 2 qui restaient. Ils se regardèrent en silence pendant quelques secondes. Puis Pauline dit merci d'être là. Bernard hocha la tête. Évidemment. C'était la conversation la plus courte et la plus honnête qu'ils avaient eue depuis des années. Diego Salazar Vega fut condamné. À l'issue d'un procès instruit conjointement par la justice mexicaine et dans le cadre d'une procédure d'assistance judiciaire internationale avec les États-Unis, à 24 ans d'incarcération dans un établissement fédéral de haute sécurité. Les charges retenues couvraient le blanchiment aggravé, la participation à organisation criminelle et la séquestration au titre de la rétention du passeport de Pauline sans son consentement documenté. Les 3 associés financiers reçurent des peines comprises entre 8 et 14 ans. Le réseau de blanchiment du Quintana Roo fut partiellement démantelé. Ces structures se reconstituent toujours par d'autres noms, d'autres façades, d'autres techniciens formés à la discrétion. Mais plusieurs de ces artères principales furent sectionnées et les autorités américaines fermèrent plusieurs sociétés écrans identifiées dans le dossier de Marcus Webb. Le dossier de la compagnie française précédente de Diego, dont la disparition n'avait jamais reçu d'explication officielle, fut rouvert à la lumière des nouvelles révélations. Au moment du jugement, l'enquête était toujours en cours. Valentina Cruz fut relogée définitivement avec sa famille sous statut de témoin protégé. Pauline lui verse mensuellement une aide financière, une décision prise sans hésitation, comme une évidence qui n'avait pas eu besoin d'être mûrie. Elles s'écrivent toutes les semaines des messages courts mais réguliers en espagnol. Ce fil tendu entre Lyon et une ville mexicaine, dont Pauline ne cherche pas à connaître le nom exact, dit-elle, l'une des seules choses qui lui rappelle qu'au milieu de tout ce qui a mal tourné, quelqu'un a choisi de la regarder vraiment. Et que ce regard a tout changé.
6 mois après son retour à Lyon, Pauline reprit le travail. Lentement d'abord, avec prudence, comme on reprend l'appui sur un os qui a été fracturé et qu'on ne sait pas encore tout à fait solide. Quelques projets ponctuels pour d'anciens clients qui lui avaient gardé une porte ouverte. Une identité visuelle pour une structure associative de quartier, une refonte de site pour une librairie indépendante de la presqu'île. Les choses ordinaires et belles du quotidien professionnel. Elle publia, sous anonymat, un témoignage dans un magazine féminin à large diffusion. Elle n'y mentionnait pas Diego par son nom, pas les détails de l'extraction, pas les noms de ceux qui l'avaient aidé, mais elle racontait la mécanique avec une précision qui ne laissait rien aux vagues. La façon dont on peut entrer dans un monde criminel par une porte ordinaire, amour, vie commune, confiance, construite jour après jour, sans jamais avoir choisi ce monde consciemment. La façon dont la cage se referme si doucement, si progressivement, qu'on ne perçoit pas le moment exact où la porte derrière soi a cessé de s'ouvrir de l'intérieur. La façon dont on finit par réaliser, un matin quelconque, debout devant une mer parfaite avec un café refroidi dans les mains, qu'on est prisonnier d'une situation qu'on n'a pas construite. Le témoignage généra plusieurs milliers de réactions en quelques jours. Des femmes de toute l'Europe lui écrivirent, certaines dans des situations directement similaires, d'autres qui reconnaissaient des dynamiques moins extrêmes, mais suffisamment proches pour que quelque chose en elles réponde. Des femmes qui vivaient à l'étranger avec un partenaire dont elles n'avaient pas accès au compte. Des femmes dont le passeport était gardé en sécurité, quelque part dans un tiroir dont elles n'avaient pas la clé. Des femmes qui avaient accepté des dépendances financières parce que ça ressemblait à de la générosité et qui commençaient à se demander si c'était vraiment ça. Pauline répondit à chaque message, elle n'y était pas obligée. Elle avait recommencé à travailler, à construire, à vivre. Elle aurait pu ne pas répondre et personne ne l'aurait jugée. Elle répondit quand même à chaque message parce qu'elle savait que certaines de ces femmes attendaient précisément ça, une voix qui avait traversé l'autre côté et qui leur disait que l'autre côté existait. Elle parle espagnol tous les jours, avec Valentina, avec des clients latino-américains, qu'elle a développé depuis son retour, parfois juste pour elle-même, en lisant un roman ou en regardant un documentaire. L'espagnol est resté, il appartenait à elle, bien avant de lui appartenir en partie avec Diego, il lui appartenait à nouveau entièrement. Le Mexique, lui, est un endroit où elle ne retournera pas. Pas par peur, précise-t-elle quand on lui pose la question, par choix. Il y a des chapitres que l'on ferme, non pas parce qu'on en a peur, mais parce qu'on a décidé que l'énergie qu'il faudrait pour y retourner autrement est une énergie qu'on préfère mettre ailleurs. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui commence vraiment. Il y a une question que les journalistes lui ont posée plusieurs fois, sous différentes formes, depuis que son histoire est devenue publique. Vous regrettez d'y être allé? Pauline prend toujours un moment avant de répondre. Pas pour chercher ses mots, elle sait ce qu'elle pense. Pour s'assurer qu'elle le dit avec la précision que la question mérite. Non. Elle ne regrette pas. Elle regrette ce que Diego était. Elle regrette les mois passés à entretenir une façade parfaite dans une villa dont elle ne contrôlait plus les sorties. Elle regrette la compagne précédente dont le dossier est encore ouvert et à qui personne n'en a peu être jamais dit la vérité. Elle regrette les années de relations père-fille, que la distance et les malentendus ont consumé, et que cette crise a en partie réconcilié d'une façon brutale et tardive. Mais elle ne regrette pas d'avoir aimé. Elle ne regrette pas d'avoir cru que quelque chose de beau était possible entre deux personnes qui se regardaient vraiment. Elle ne regrette pas Barcelone, ni Tulum, ni les matins à la piscine où elle était heureuse d'une façon qui était réelle, même si tout le reste ne l'était pas. Ce qu'elle dit avec une précision particulière, c'est ceci. Le danger n'était pas l'amour. Le danger était l'absence de porte de sortie. Un passeport, dans un coffre, un compte bancaire à un seul nom, un réseau social entièrement constitué de gens qui ne lui appartenaient pas. Ce sont ces choses-là qui avaient fait d'elle une captive, pas ses sentiments. Elle avait rendu possible, par confiance et par insouciance, une dépendance totale envers quelqu'un dont elle ne connaissait pas toutes les faces. Et cette dépendance, construite progressivement, presque imperceptiblement, avait failli coûter sa liberté et peut être davantage. Elle dit ça simplement, sans amertume excessive, sans ce dramatisme que les gens qui n'ont pas vécu ce genre de choses projettent parfois sur les récits des femmes qui l'ont traversé. Comme quelqu'un qui a appris quelque chose à un prix très élevé et qui a décidé que cet apprentissage ne serait pas perdu. Cancun continue d'accueillir des millions de visiteurs chaque année. Les plages sont toujours aussi parfaites, la mer turquoise, la lumière exactement aussi belle et exactement aussi indifférente qu'elle l'a toujours été. Des villas de luxe continuent d'être vendues et achetées. Des agences d'architecture haut de gamme continuent de prospérer. Des hommes élégants et cultivés continuent de circuler dans des cercles brillants où tout paraît exactement comme il devrait paraître. Les réseaux qui utilisent ces façades continuent d'exister. Ils changent de forme, de nom, de visage, de technicien. Et il y a
quelque part dans le monde en ce moment précis, des femmes qui sont en train de tomber amoureuses d'hommes qu'elles ne connaissent pas entièrement, pas parce qu'elles sont naïves, mais parce qu'elles sont humaines. Et que l'amour ne se présente jamais avec ses risques en première page. Pauline Renard a survécu à sa carte postale. Elle a eu la chance d'un courriel envoyé en 2 minutes depuis le téléphone d'une inconnue sur une plage. D'un attaché consulaire qui lit ses messages avec l'attention de quelqu'un qui a appris à ne pas sous-estimer les alertes discrètes. D'une femme de ménage qui a regardé quelqu'un assez longtemps et avec assez de soin pour décider que ce regard valait le risque, un risque réel pour elle et pour sa famille. Pauline a eu la chance de comprendre à temps et d'agir à temps. Tout le monde n'a pas cette chance. Beaucoup de femmes dans des situations similaires n'ont pas de touristes canadiennes distraites sur une plage au bon moment. Beaucoup n'ont pas de mémoire photographique pour une adresse consulaire lue une fois des années plus tôt. Beaucoup n'ont pas de Valentina. J'ai suivi l'amour jusqu'à Cancun. J'ai failli y rester pour toujours pas comme je l'avais imaginé. Cette phrase, Pauline ne la dit pas avec désespoir. Elle l'a dit avec la précision de quelqu'un qui a pesé chaque mot et décidé qu'ils étaient tous vrais, que ni l'un ni l'autre ne pouvait être retiré sans que quelque chose d'essentiel disparaisse. Et c'est peu être ça finalement ce qu'elle a ramené dans ses bagages depuis cette villa au bord du lagon, la précision, la capacité à regarder une situation telle qu'elle est, sans l'embellir pour se protéger, sans la noircir pour justifier la douleur, sans lui demander d'être autre chose que ce qu'elle est. C'est pas ce qu'elle espérait rapporter de son aventure mexicaine, mais c'est ce qu'elle a. Et elle en fait quelque chose.